tu veux, Super. je commence juste rapidement. Donc, comme je vous en ai parlé, le webinaire, il va se composer sur 3 temps. Premier temps, on va vraiment vous parler du côté marque engagée, en fait. Comment faire pour devenir et être une marque engagée via notamment toute la partie de refonte un petit peu de ses valeurs, missions, raisons d'être d'entreprise. Puis, on va vraiment vous parler dans un deuxième temps de comment s'engager par le biais de la communication responsable. Et ensuite, troisième partie, on aura le témoignage d'Auguste qui viendra témoigner et nous expliquer comment quotidiennement une entreprise peut être engagée et comment ils impliquent la communication responsable au sein de leur stratégie de communication globale. Pour vous présenter rapidement, juste très brièvement, la collab. Du coup, la collab, aujourd'hui, c'est un collectif d'indépendants de plus de 90 freelances spécialisés dans les métiers du marketing, communication et digital. On est présent sur 4 villes de France. On est présent à Toulouse, Paris, Nantes, qui est le petit dernier et dont Fiona, qui est là, dirige du coup le collectif, et Marseille, du coup, qui est le collectif que je gère à l'heure actuelle. Et en fait, l'idée de la collab, c'est de constituer une équipe projet sur mesure adaptée à chaque client pour répondre à tous les besoins marketing, communication et digital. Aujourd'hui, on représente plus de 32 métiers différents. Donc, on a vraiment la capacité de vous accompagner dans tout type de projet, que ce soit de la création de sites web, au logo, à la relation presse, vraiment que ce soit du offline ou du online, il n'y a vraiment pas de souci. On existe depuis 5 ans puisqu'on a été créé en 2015, donc 6 ans, pardon, je suis très nulle en mathématiques. Et il y a déjà plus de 180 clients qui nous ont fait confiance, et ceux des startups aux grands groupes, puisqu'on accompagne toute typologie d'entreprise. Vas-y, tu peux passer. Donc, comme je le disais, on représente un spectre de métiers assez large, des métiers qui sont liés au métier marketing et stratégie, plutôt des métiers web marketing, des métiers de design et créa et des métiers dev et data, ce qui nous permet aujourd'hui vraiment d'être assez large dans toutes les prestations qu'on peut proposer. Vas-y. Et aujourd'hui, on a 3 manières de travailler avec des freelances et également de travailler avec des entreprises. Vraiment, on a la méthode projet qui est vraiment un peu assimilée finalement à un peu comme une agence de com, dans le sens où on va vraiment créer une équipe de projet sur mesure pour le projet et on va répondre à des livrables comme la création d'un site web, logo, charte graphique. C'est juste qu'on va le faire différemment d'une agence de communication, puisque nous, on travaille uniquement avec des freelances spécialisés dont l'expertise sera vraiment en ligne avec votre secteur d'activité, vos besoins, etc. La deuxième méthode, c'est la méthode Connect. Donc là, c'est vraiment, on agit plutôt en cabinet de recrutement et de placement de freelance au sein des entreprises. On a un recruteur indépendant qui travaille avec la collab aujourd'hui, dont c'est le métier d'aller vraiment chercher le talent qui est fait pour vous et de le placer au sein de votre entreprise. Puis, on a la dernière branche qui est la Collab Academy, puisque la collab est aujourd'hui datadockée et en cours de processus Calliope. Donc, on accompagne les entreprises pour leur montée en compétences dans tous les besoins marketing, communication et digital. Et ce sont des formations qui sont prises en charge et qui sont éligibles au financement par les OPCO et le CPF créateur d'entreprise. Aujourd'hui, la collab, elle est fondée sur des piliers et des valeurs qui sont très fortes, notamment la bienveillance, l'utilité, la durabilité, l'agilité, la co-création et la passion. Tout simplement, en fait, l'idée de la collab de base, c'était vraiment de réunir des freelances, de travailler en synergie et en intelligence collective pour que chacun, en fait, puisse s'épanouir dans son activité professionnelle et pour qu'on puisse également aider au mieux les clients. Bon, rapidement, je me présente. Du coup, moi, je suis consultant web marketing en freelance. Ça va faire bientôt 3 ans, 4 ans parce que je suis toujours très nulle en maths et c'était en 2017. J'accompagne les entreprises dans le côté un peu vraiment stratégie. Je fais vraiment de la gestion de projet. Je suis vraiment un petit peu dans ce côté-là, prise de hauteur stratégie. Et j'ai créé du coup l'année dernière, en décembre 2020, la Collab Marseille. Et du coup, l'idée, c'est de dupliquer le collectif dans la belle ville de Marseille et de fédérer plein de freelances locaux ici et d'accompagner les entreprises en local. Vas-y, Brice, je te laisse la parole. Eh bien, bonjour. Du coup, donc Brice Schwartz, également depuis 2017, freelance. J'ai fait les maths avant pour être sûr. Moi, je fais du copywriting, du content marketing, de la rédaction web globalement, et plus globalement, en fait, la stratégie de communication écrite pour les marques, engagées le plus souvent possible d'ailleurs. Je travaille beaucoup autour de la notion de slow freelancing aussi, qui change un peu de ce qu'on peut voir dans le freelancing où on essaie de faire toujours plus, de gagner toujours plus, de travailler toujours plus avec toujours plus de clients. Le but, c'est d'avoir un équilibre de vie un peu plus appréciable.
Et j'ai aussi un podcast qui n'a pas grand-chose à voir avec le business, mais qui parle d'écologie, de solutions face à la crise écologique et climatique. Je le partage aussi sur LinkedIn et autres parce que ça contribue à renforcer un peu mon personal branding, les valeurs, etc. Et ça permet aussi de trouver des clients qui soient alignés avec ces valeurs-là. Donc, 3 mots-clés vraiment pour me définir: contenu, marque et engagement. C'est ça que je peux vraiment apporter à mes clients. Et du coup, on a aussi Auguste qui représente la Maïf, qui se présentera du coup dans la troisième partie et qui viendra du coup témoigner comme je l'ai expliqué. Mais il est là, il fait partie des intervenants, c'est juste qu'il se présentera tout à l'heure. Du coup, une première partie de ce webinaire qui va parler des marques engagées. Devenir une marque engagée, on ne va pas refaire du Shakespeare, mais comment est-ce qu'on peut devenir et rester en tout cas une marque qui est vraiment engagée, qui va au-delà des paroles, qui arrive à diffuser son message et qui concrétise tout ça par des actions. Comment prendre conscience et asseoir ses engagements? C'est la grande question à laquelle on va essayer de répondre dans cette première partie. Déjà, on va vous faire participer, sinon ce ne serait pas drôle. Qu'est-ce qu'une marque engagée pour vous? Ça nous intéresse de savoir ce que vous mettez derrière ce terme, parce on en parle beaucoup, on va en parler là ensemble, mais j'imagine qu'au quotidien, vous voyez passer ce terme-là. Une marque engagée, à quel niveau, sur quels aspects, comment ça se matérialise? N'hésitez pas à donner votre avis dans le chat. On va aussi vous donner les nôtres, tant qu'à faire. Pour moi, une marque engagée, c'est une marque qui allie à la fois l'engagement donc sociétal, environnemental et autres dans sa raison d'être, dans son produit, son service, son offre globalement, qui utilise aussi la communication responsable pour transmettre son message aux bonnes personnes et tant qu'à faire, si possible, qui diffuse ses valeurs au travers d'événements, de participation à des actions bénévoles, à des engagements au travers de soutien à des associations, etc. Donc, c'est pour moi ces 3 aspects-là. Claire, si tu veux rebondir? Déjà, il y a Céline qui veut rebondir, donc je laisse la parole à Céline. Allez, honneur aux invités. Vous voulez que je parle ou en même temps? Oui, vas-y, avec plaisir. Au contraire, c'est chouette. Non, du coup, je relis ce que j'écris, mais en fait, pour moi, c'est une marque qui ne met pas forcément le profit en top 1, qui s'engage vraiment, un peu comme tu le disais, mais sur des aspects sociaux, environnementaux, et qui le fait vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas une marque qui va l'utiliser pour sa com en greenwashing. J'ai très mal écrit greenwashing. Et qui est prête à revoir son modèle économique ou son modèle de production. Je pense notamment à des marques de fringues ou autres qui ont un gros impact sur l'écologie. Voilà, en gros, dans les grandes lignes. Ok, très bien. Complètement d'accord avec vous, Céline, sur la notion du greenwashing. On va faire qu'en parler là sur le webinaire en disant justement que nous, on est complètement anti-greenwashing et que c'est hyper important finalement de mettre des actions avant tout, parce que c'est bien de parler, de dire qu'on est engagé, etc. Mais le but, c'est de prouver par des actions concrètes. Et donc, quitte à revoir en effet tout son modèle économique pour être beaucoup plus aligné. On va aussi parler vachement de la notion d'alignement, qui est aussi très importante. Donc, merci en tout cas pour ce témoignage. Si d'autres veulent nous donner un peu leur avis, n'hésitez pas. C'est le moment. Après, vous allez faire que écouter, donc c'est un peu plus agaçant. On aura un petit temps à la fin quand même, mais après, oui, il va y avoir beaucoup de paroles. Il y a Olivia qui nous dit que c'est une marque qui œuvre pour la société, de manière la société en grand, en fait, finalement. Avec un grand S. Oui, c'est ça, exactement, comme elle a écrit. Après, j'avoue que je ne peux pas voir le chat parce que Après, il y a Alex qui dit qu'une marque engagée, c'est une marque qui n'a pas peur d'afficher des positions claires sur des sujets comme l'égalité homme-femme, l'écologie, l'inclusion. Effectivement, dans les discours, c'est hyper important. Après, comme on va le voir plus tard, il faut aussi que ce soit aligné avec le reste. Sinon, ça peut être encore pire même que de ne pas se prétendre engagé. C'est ça. Bon, merci en tout cas pour vos petites interventions. En tout cas, en effet, ce qui sort, c'est que c'est vraiment une marque qui a besoin finalement qui n'a pas peur d'afficher des positions claires, comme le disait tout à l'heure Alexandre, mais c'est aussi une marque qui fait des actions concrètes. Et ça, c'est l'impression que c'est ce que vous nous faites ressortir dans le chat. Et c'est aussi notre vision, en tout cas. Donc, on est alignés. C'est toujours ça. C'est bien. Toujours le fameux alignement. C'est ça. Et du coup, pour avoir une définition un peu plus formelle, on va dire, une marque engagée, on va avant tout revenir à la notion de marque, qui est le premier actif de l'entreprise, qui est ce que les prospects, les clients, l'audience en général voient en premier. Et sur cette base-là, ils vont se faire une première impression et une impression qui sera ensuite durable. La marque, c'est vraiment
la matérialisation en fait de l'entreprise. Et du coup, si on veut toucher une certaine cible, avoir un certain impact, etc., il faut qu'elle soit alignée avec une certaine vision et qu'elle corresponde aussi aux attentes des personnes qu'on vise. Donc, si on veut être engagé, qu'on cible des personnes engagées, il va falloir vraiment travailler sur la marque à l'origine. Parce que même si on essaie de changer le monde avec un super produit, mais qu'on n'arrive pas à en faire une marque engagée, toujours le fameux alignement, ça ne va pas vraiment paraître tel quel et il n'y aura pas vraiment de product market fit. Une marque engagée est une marque qui écoute et surtout qui agit. Elle écoute quoi? Elle écoute surtout le monde et ses besoins, la société et ses besoins, l'humain et ses besoins, et qui agit, donc encore une fois, qui agit au travers de ce qu'elle fait pour ses clients, qui agit au travers d'actions pour l'écosystème associatif, engagement et autres, et qui agit au quotidien aussi en interne, parce qu'il y a aussi des collaborateurs. Si on fait des choses super pour ses clients, mais qu'on néglige les collaborateurs en interne, ça manque un peu de cohérence, tout ça. Donc, le fameux why, on va en reparler. On en parle souvent depuis quelques années maintenant, mais dans le contexte d'une marque engagée, c'est encore plus important, parce que quand on veut répondre à des enjeux écologiques, sociétaux, sociaux, etc., le pourquoi, il est souvent plus clair que quand on n'a pas ces engagements-là, mais il faut quand même travailler dessus pour pouvoir vraiment se démarquer et ensuite avoir une cohérence dans toutes les actions. Alors pour reparler un peu du pourquoi de Simon Sinek, c'est le fameux cercle d'or avec les trois couches. Donc tout part du pourquoi, ensuite on a le comment, c'est-à-dire comment est-ce que on voit le pourquoi au travers des actions, et le quoi, le what, c'est concrètement que vend, que fait, que dit l'entreprise. Et tout part du pourquoi, comme le dit le livre éponyme, tout simplement parce qu'il faut partir de là, et si on se trompe dans l'ordre ou qu'on veut faire les choses en sautant une étape, il y a un moment où ça va bloquer. Forcément, ça va se voir, et malheureusement, ça ne va pas se passer comme prévu. Quelques chiffres concernant les marques engagées, donc 90%, donc l'écrasante majorité des consommateurs attendent aujourd'hui des marques qu'elles prennent des engagements pour aller vers une meilleure consommation. Donc c'est quand même pas mal de prendre ça en compte. 88% des Français affirment qu'une politique RSE en accord avec leurs attentes va renforcer son image de marque auprès de ses consommateurs. Donc la RSE, on va en reparler plus tard, c'est loin d'être seulement un énième processus interne obscur dans les grandes entreprises. C'est vraiment une démarche qui doit concerner toutes les entreprises, même si aujourd'hui, ce n'est pas une obligation chez les plus petites. Mais en tout cas, c'est pris à cœur par de plus en plus d'organisations. Et il y a un vrai besoin là-dessus qui émane aussi bien des consommateurs que des collaborateurs, etc. Et 82% des Français vont revoir leur opinion à la baisse s'ils s'aperçoivent qu'une marque ou un groupe qu'ils apprécient a une mauvaise politique RSE. Et ça marche aussi avec le greenwashing, etc. Il ne faut pas décevoir ses clients et son audience en général, sinon on perd leur confiance. Et la confiance, c'est un élément qui est hyper important, surtout quand on veut faire de l'engagement. Quand on veut être une marque engagée, si on n'arrive pas à gagner la confiance ou qu'on perd la confiance de son audience, ça va être dur ensuite de se rattraper. Et on voit ça parfois avec des scandales qui éclatent. Une image qui est ternie, c'est compliqué ensuite de la récupérer. Une marque engagée est une marque compétitive. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas forcément dire il y a 10, 15, 20 ans. Parce qu'on sort d'une époque où ce qui primait pour une entreprise, c'était de faire du profit. Bon, aujourd'hui, ça reste important, sinon l'entreprise ne peut pas survivre. Mais ce n'est plus la priorité absolue. Et aujourd'hui, être engagé, c'est-à-dire vouloir vraiment, au travers de ses actions, changer positivement la société, on va dire, ça permet d'avoir plus de croissance économique parce qu'on répond à des besoins qui sont de plus en plus prégnants et qui sont de plus en plus assumés, affirmés par les clients. Donc, on remarque un écart de performance économique d'environ 13% entre les entreprises qui sont vraiment à fond sur la RSE et celles qui négligent un peu ces aspects. Tout simplement parce que à la fois les collaborateurs, donc les talents qui sont les plus exigeants, vont être plus attentifs à ça avant de rejoindre une marque, une entreprise. Les consommateurs aussi vont être plus attentifs aux engagements, à ce qu'ils sont tenus, etc. Donc au final, aujourd'hui, c'est plus forcément négatif d'être engagé dans le sens où ça ne veut plus forcément dire qu'on va se priver d'une partie de sa croissance, de son marché, etc.
Mais bon, on fait des choses bien, donc c'est pas grave si ça marche moins bien. Aujourd'hui, on peut vraiment à la fois avoir une bonne marque qui marche bien et avoir un impact social, environnemental, sociétal réel. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est aussi pour ça qu'on voit de plus en plus par exemple, moi qui suis freelance, je vois beaucoup de freelance qui dédient leur activité aux acteurs à impact positif, etc. Et donc ça montre encore une fois qu'il y a un vrai marché et qu'en tout cas aujourd'hui ça marche bien et qu'on peut allier un peu tout ça. Et je me permets juste de rebondir pour dire que c'est pas parce que c'est un gage de compétitivité qu'il faut absolument y aller, juste parce que c'est un gage de compétitivité et qu'on pense que devenir RSE, ça va nous faire gagner du chiffre d'affaires. C'est justement pas du tout, c'est ce que disait aussi Céline tout à l'heure, c'est pas avoir forcément le profit en top 1, mais par contre, c'est se dire que si c'est quelque chose qui vous habite, la RSE, les engagements, etc., et que c'est quelque chose qui est en lien avec vos valeurs, donc forcément votre entreprise doit être alignée à ça, et c'est à ce moment-là où être engagé sera un gage de compétitivité. Si vous le faites juste pour vous dire « Ah, super, ça a l'air d'être cool, je vais faire 300 000 € de chiffre d'affaires de plus », mais en fait, ça ne marchera pas parce que les gens ne vont pas comprendre le fond de votre message et on revient au fameux greenwashing. Désolée, je vais être un peu piquée avec ça parce que c'est super important et justement, on n'est pas là pour faire du greenwashing non plus. Donc voilà. Exactement. D'ailleurs, ça revient aussi au pourquoi, au why. C'est-à-dire que si tu fais, enfin, si tu veux te prétendre ou si tu veux être engagé pour de mauvaises raisons, ça va pas forcément marcher comme prévu. Donc, merci pour tes précisions. Je pense que c'est important de le rappeler aussi. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être Romessa qui voulait dire quelque chose, qui avait ouvert son micro, je ne sais pas. N'hésitez pas. Non, 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 non. Je vous écoute. Ça va être Hop. Donc, voilà, effectivement, il faut que ça vienne du cœur. Ouais. Mais là, comme j'ai eu un peu de retard, en fait, je suis venue un peu en retard. Du coup, je viens à peine d'arriver. Je suis en train de vous écouter un peu, prendre des notes et un peu voir le contenu, en fait. Ok, bah, bienvenue. Merci bien. Et du coup, on revient à la question de tout à l'heure, un peu philosophique, être ou devenir engagé. Ce qui est important, et c'est important de rappeler, c'est que ce qui compte, c'est d'aligner donc l'état d'esprit, les messages, d'éviter le greenwashing, comment dire, qu'on ait posé les bases d'un engagement dès la création de l'entreprise, donc qu'on soit vraiment à impact, hyper engagé, etc., et que ce soit tout le projet qui soit tourné autour de ces engagements-là, c'est super. Mais si on est une marque qui a plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs siècles parfois, euh, et qu'avant on n'était pas forcément dans cette démarche-là, mais qu'aujourd'hui on a envie de transitionner vers un modèle plus engagé, c'est possible aussi, et c'est même vivement encouragé. Pour ça, il y a plein de choses. La RSE, justement, permet aux grandes entreprises de se transformer de manière assez radicale quand c'est fait avec entrain et qu'on y met les ressources nécessaires. Il y a, on peut aussi changer ses produits, ses services. C'est un peu plus compliqué quand on est une immense entreprise, mais on peut progressivement transitionner vers une offre plus responsable, plus durable, plus engagée. Et après, il y a aussi tout l'aspect du coup engagement, contribuer à des causes. Ça, il n'y a rien qui empêche les grandes marques de le faire. Donc voilà, pour être ou devenir engagé, au final, ce qui est important, c'est l'engagement, simplement. Donc il n'y a pas besoin il y a pas forcément de prérequis pour devenir une marque engagée. Et juste le petit exemple là qu'on avait mis pour l'illustrer, on a parlé de Umai, qui est une marque de cosmétiques à impact aujourd'hui, qui est une marque qu'on a accompagnée sur des prestations en marketing et qu'on connaît bien du coup. Et en fait, c'était juste pour vous montrer que par exemple, cette marque, de base, elle est née avec des réels engagements, une réelle mission environnementale. Mais en fait, à côté de ces cosmétiques à impact, Umai s'engage par des actions très concrètes, puisque chaque année, ils font ce qu'on appelle la route de l'océan, ou l'année dernière, cette année, pardon, c'était la route de la Méditerranée, pour sensibiliser à la protection des mers ou des océans par rapport aux déchets. Donc, en fait, ils prennent du temps chaque année pour organiser ce voyage et faire ce voyage qui, finalement, ne sert pas, in fine, l'intérêt de leurs cosmétiques, puisque pendant le voyage, ils ne vendent pas leurs cosmétiques. Ils font vraiment de la sensibilisation pour ces sujets-là. Donc, bien évidemment, ça sert en visibilité pour l'entreprise et potentiellement, ça peut déclencher des achats sur leur site. Mais par contre, c'est tout ça pour dire qu'ils font de réelles actions concrètes pour, en fait, aller plus loin dans leurs engagements et pour prouver leurs engagements finalement et pour être alignés encore une fois. Donc, c'est tout ça pour vous dire que finalement, être ou devenir engagé, peu importe si vous l'êtes depuis le début ou que vous souhaitez le devenir, l'important, c'est, comme disait Brigitte, l'engagement et les actions concrètes que vous mettez derrière ça, en fait. Tout à fait.
3 clés pour un engagement réussi à l'échelle des entreprises, à l'échelle de l'entreprise globalement. Il faut qu'il y ait l'alignement toujours, mais là, on parle de l'alignement entre la gouvernance et la stratégie, donc pour qu'en interne, tout soit bien réglé, qu'il n'y ait pas de dissonance et que tout puisse avancer concrètement à tous les niveaux d'entreprise. Il faut que la démarche soit sincère, honnête, authentique, impulsée par la direction. C'est ce que disait un peu Claire tout à l'heure. Il faut que ce soit vraiment parce qu'on veut régler un problème sociétal, social, environnemental, qu'on s'engage dans cette démarche-là et pas seulement parce que c'est une opportunité. Et il faut que ce soit impulsé par la dirigeante, par le dirigeant d'entreprise. C'est important aussi parce que pour celles et ceux qui connaissent un peu la conduite du changement et les grandes transformations en entreprise, il faut que ça émane d'en haut, que ça se diffuse dans toute l'entreprise et que ce soit vraiment interactif. Il ne faut pas que ce soit juste une démarche bottom-up, comme on dit dans la Startup Nation, ou à l'inverse, que ce soit que une démarche qui parte d'en haut. Il faut que ça vienne, enfin, il faut qu'en tout cas la direction soit hyper engagée, contribue à vraiment diffuser ça dans toute l'entreprise et ensuite que ce soit vraiment vivant, en fait, cet engagement dans toute l'entreprise. Et troisième clé, l'intégration de l'impact au cœur des opérations et business de l'entreprise. C'est vraiment l'aspect opérationnel, hein, tout est dans le mot, pour que sur le terrain, ça se manifeste et que ce soit concret, que ce ne soit pas seulement des communications, des éléments de langage et des pubs. Il faut que ça suive derrière sur le terrain. Six petites bulles qui sont très importantes pour aligner la valeur, enfin, vos valeurs avec votre identité de marque et avec l'offre également. Il y a l'identité de marque, l'image de marque, le branding, qui sont vraiment l'essence, en fait, l'ADN de la marque, ce qu'on veut qu'elle transmette, le message, les valeurs, etc. À côté de ça, il y a aussi ce que je disais tout à l'heure sur l'interne, donc le recrutement de collaborateurs qui sont aussi avec à peu près la même vision, qui partagent les valeurs et qui veulent aussi contribuer. Et les partenaires dans tous les sens du terme, ça peut être les clients, ça peut être les prestataires et autres. Les engagements au-delà de la com, c'est l'exemple d'Oumaï qui est parfait là-dessus. Et l'offre, du coup, les produits et services qui peuvent aussi être un fort levier par rapport aux engagements. Donc, c'est tous ces éléments-là qui peuvent faire une marque engagée. Il ne faut pas forcément réunir tous ces éléments-là. Plus il y en a, mieux c'est, évidemment. Mais pas besoin d'avoir tous ces éléments-là pour qu'une marque soit vraiment engagée. Et s'il en manque un ou s'il y en a un qui n'est pas parfait, merci, au revoir. Donc, voilà, c'est que du plus. Mettre des mots sur les engagements, sur les valeurs. Donc, on a une belle pyramide. Encore une fois, on a le pourquoi qui est hyper important. La vision, les valeurs, le positionnement, la promesse et les personas. Donc, c'est important, vu que c'est une pyramide, de partir d'en haut, de regarder en bas et de ne pas louper un seul échelon. Ensuite, au niveau de la plateforme de marque pour créer un branding fort et engagé, il y a 2 aspects sur lesquels il faut décliner tout ça, la charte graphique, la charte édito. Moi, mon truc, c'est plus l'édito. Donc, je vais laisser Claire parler un peu de la charte graphique. Oui, non, en fait, l'important, c'est surtout de vous dire que si vous voulez devenir une marque engagée, il faut que ce soit visible dès votre branding, dès votre positionnement, autant dans la partie graphique, donc avec la création d'un logo potentiellement qui porte des couleurs qui suppléent des engagements, par exemple, des typographies aussi, par exemple, toute une iconographie, une imagerie qui soit en lien avec vos engagements. Le web design également, que ce soit vraiment quelque chose qui illustre tout ça. Enfin, juste, c'est vous dire, OK, mes engagements, c'est ça, mes valeurs, mes missions, enfin, toute la plateforme de marque, on vient de voir, c'est ça. Comment maintenant je le décline et je l'illustre graphiquement parlant. Donc, c'est surtout ça l'idée, en fait. Et l'idée, c'est vraiment qu'en fait, votre image de marque, donc la façon dont vous souhaitez que votre entreprise soit perçue de telle qu'elle par les consommateurs. Donc, il y a une bonne perception de la marque également. OK. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé, je vous en parlerai tout à l'heure par rapport à l'expérience Maïf, mais l'année dernière, on est devenu entreprise à mission et en même temps que l'annonce de l'entreprise à mission, on a changé le logo, enfin on l'a un peu modifié et toute notre charte graphique a été modifiée en conséquence. Donc vraiment, il y a eu une déclinaison, comme vous dites, une déclinaison parfaite entre la stratégie, la raison d'être et finalement tout ce qui concerne l'image de l'entreprise.
Mm. Mais en fait, c'est surtout que finalement, des fois, des images valent des fois plus important que les mots pour certaines personnes. Je vois Brice qui va commencer à rougir. Mais après, c'est pour ça qu'il faut vraiment allier les deux. Le visuel est aussi important que les mots. Et les mots, souvent, on oublie de rédiger sa plateforme de marque, par exemple, quand on est une entreprise. Mais c'est super important. Pourquoi? Parce que, ben, par exemple, la Maïf, je suis sûre que quand ils ont été créés il y a longtemps de ça, Auguste nous dira, ils avaient déjà des engagements forts. Finalement, c'est ce qui m'expliquait, ce qui vous expliquera aussi. Mais je suis sûre qu'à l'heure actuelle, ils sont incapables de revenir en arrière et se dire, OK, mais pourquoi on a été créé comme ça? Parce qu'ils n'avaient pas écrit peut-être tout ça, ils n'avaient pas gardé une trace tangible. Et aujourd'hui, ils ont peut-être des engagements encore plus forts où ils ont capitalisé sur des choses. Et il faut garder une trace de tout ça pour pouvoir justement évoluer et voir l'évolution qu'a eu vos engagements et votre marque. Tout à fait. Je vous en parlerai tout à l'heure. Yes, on va accélérer un petit peu. Brice, tu peux passer un... Ouais, juste pour conclure là-dessus, c'est que sur l'édito, effectivement, les mots sont importants. Ils sont aussi importants que l'aspect visuel, évidemment. Et du coup, il ne faut surtout pas négliger ça, même si parfois c'est un peu oublié. Mais ça tend à changer. Deuxième partie, et là, c'est Claire qui va prendre la main. Ouais. Je vais essayer de passer assez rapidement parce que finalement, ce qui va être super intéressant, c'est la partie échange et témoignage avec Auguste parce que c'est toujours important d'avoir quelque chose de concret en fait et de voir comment ça se passe au sein d'une entreprise pour voir comment ça pourrait se passer au sein de votre entreprise. Donc concrètement, en fait, finalement, la communication responsable, c'est pareil, c'est comme le côté marque engagée. Chacun peut se faire sa propre définition. Le tout et le plus important pour nous, c'est de ne pas oublier le cœur en fait de la définition, c'est-à-dire, et le cœur de la communication responsable, c'est quoi? C'est de porter des messages hauts, clairs et transparents et de répondre à des enjeux sociétaux, sociaux et environnementaux. En fait, la communication responsable, c'est un peu porter un nouveau visage, donner une nouvelle tonalité à la communication. Une communication finalement qui est beaucoup plus pertinente et qui fait preuve d'humilité et surtout d'utilité. On a un rôle en fait en tant que communicant et vous avez un rôle en tant que chef d'entreprise, en tant qu'indépendant entrepreneur pour porter et diffuser les bons messages. Plus on sera nombreux à les porter et à les diffuser, plus on aura un impact qui sera important et qui sera considérable en fait. En fait, on n'est plus trop dans ce côté communication où on est dans le côté je communique mass marketing à 3 millions de personnes. Moi, mon but, c'est de toucher la planète entière. Non, on n'est plus trop dans tout ça. Maintenant, on est plutôt dans quelle est la personne qui est vraiment intéressée par mon produit-service, qui aura les mêmes valeurs que moi, donc vraiment le bon message à la bonne personne au bon moment. On est vraiment plutôt dans une démarche de qualité plutôt que de quelque chose de quantité. Comment inclure la communication responsable dans sa stratégie de communication globale? Premièrement, l'étape numéro 1, mais on en a déjà assez parlé, donc je ne vais pas vous rabâcher les oreilles avec ça, c'est revoir votre branding et votre positionnement. Si vous voulez être engagé, il faut que votre marque transpire vos engagements. Il faut que ce soit clair dès le début pour les internautes et même pour vous. Parce qu'en fait, porter des engagements avec une marque qui n'a pas l'air engagée, c'est pas porter les bons messages, quoi. Donc, Brice en a parlé de comment revoir son positionnement, mais c'est vraiment l'étape clé si vous ne souhaitez pas être mis dans la case greenwashing. Le deuxième étape, ça va être de réfléchir et de concevoir des messages qui sont puissants, des messages authentiques, inclusifs et qui n'est pas du tout des messages justement stéréotypés. Et troisième étape, bien évidemment, si vous faites l'effort justement de construire des messages forts, porteurs de sens, mais que vous les distribuez et que vous les mettez en fait sur des supports qui, eux, ne sont pas porteurs de sens, forcément, vous vous doutez que c'est un peu biaisé et que le message ne passera pas. Donc, pour vous expliquer très rapidement et concrètement parlant, en fait, quand on retravaille le fond de ces messages et qu'on veut adopter une communication responsable, il faut adopter des messages sans stéréotypes. Il faut choisir de représenter le monde un petit peu et sa société dans sa globalité. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure dans le chat, l'égalité homme-femme, la diversité, c'est exactement ça. Finalement, c'est arrêter un petit peu tous ces clivages de la société et montrer finalement la réalité de la chose et vraiment contribuer à une représentation d'une société plus actuelle et plus réelle. Vous pouvez également, quand vous vous engagez, quand vous avez une communication responsable, porter un petit peu cette casquette de prendre une longueur d'avance sur votre temps et casser les codes un petit peu. Généralement, par exemple, moi, je donne l'exemple de la marque de protection hygiénique qui s'appelle Nana ou Always, je ne sais plus une des deux, qui avait fait justement une pub sur les règles des femmes, l'indisposition, et ça avait un petit peu choqué parce que personne n'en avait jamais parlé ou mis un petit peu des couleurs, etc. Donc, c'était assez trash, mais finalement, pourquoi c'était trash? Parce que les gens n'en avaient jamais trop vu et du coup, ils ont cassé les codes et ils ont montré un petit peu ce que c'était la réalité. Ils ont participé finalement à la création d'un monde meilleur. Tu peux passer. Donc, le message, il passe également par le support qui doit être adapté. Si vous décidez de porter des messages porteurs de sens, il faut que le support le soit également.
Donc, il faut que vous choisissiez des supports qui soient éco-sociaux conçus. Et en fait, tout ça, ça passe pas forcément que par la matière première du support. Ça peut passer également par comment le support il est fabriqué, comment le support il est distribué, quel est l'usage qu'on va faire finalement de ce support et comment il peut être recyclé. C'est vraiment finalement tout ce cycle de vie du produit qui va être important quand on veut s'engager. Donc, les supports éco-conçus, ça peut être des supports print, donc comme par exemple des cartes de vœux ensemencées comme on avait fait à la collab, des papiers labellisés, des papiers éco-conçus, mais ça peut être également des sites web éco-conçus, des supports web un peu plus éco-conçus. Je peux passer à la suivante. Et donc, les sites web éco-conçus, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, quasiment toutes les personnes qui se lancent aujourd'hui, qui créent une entreprise, etc., ils veulent avoir un site web, puisque aujourd'hui, c'est la vitrine d'une entreprise. Mais les sites web sont quelque chose de très énergivore, qui demande beaucoup d'énergie et donc qui ne sont pas forcément, in fine, positifs pour la planète. Et du coup, l'idée, c'est quoi? Si on décide d'être engagé, d'avoir une communication responsable, c'est d'avoir des supports qui le sont également. Donc, l'idée, c'est d'avoir, tu peux revenir juste en arrière, c'est d'aller, par exemple, créer des sites qui vont être moins énergivores. Ça va passer par le choix d'hébergeurs verts, par exemple. Il y a des hébergeurs aujourd'hui qui sont des hébergeurs qui sont plus proches de votre site web et du coup qui vont être moins demandeurs. En fait, le temps de trajet entre votre site et l'hébergeur sera rétréci. Du coup, ça va être moins demandeur, toujours pareil en émissions de CO2, etc. Et ils sont également des hébergeurs qui sont alimentés par de l'énergie solaire. Vous pouvez également réduire l'impact de vos sites en réduisant le nombre de vidéos présentes sur vos sites, de médias de manière globale, de carousels, etc. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un média, ça demande du temps supplémentaire au site de comprendre que c'est un média, donc de le charger et donc c'est énergivore tout ça. Il y a un petit outil qui est super pour faire le green audit de son site. Je ne sais pas si Lisa, tu es parmi nous et tu peux le mettre dans le chat. Ce serait super cool parce que là, il n'y a pas le lien vu que c'est un PDF. Comme ça, tout le monde peut aller le faire, sinon je le mettrai tout à l'heure. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a quand même vachement de moyens d'utiliser des supports éco-sociaux conçus. Et franchement, bon, vous allez me dire, ouais, mais ça coûte toujours plus cher de faire un site web éco-conçu ou ça coûte toujours plus cher d'utiliser un papier labellisé alors qu'un papier normal coûtera moins cher. En l'état, en fait, plus vous allez faire l'effort de prévisualiser ce que vous allez faire et d'anticiper que vous allez vouloir choisir un support éco-conçu, plus vous allez budgéter le budget qui est associé. Et du coup, forcément, ça vous coûtera peut-être pas moins cher parce que vous avez budgété ce budget pour ça. Et de toute façon, c'est aussi important si vous voulez avoir une vraie démarche qualitative dans son ensemble. Alors, ça, c'est très important parce que vous avez peut-être entendu parler justement des sites web éco-conçus par rapport aux hébergeurs verts, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est de prendre en compte l'accessibilité de l'ensemble des publics. Aujourd'hui, il y a des personnes dans la société qui ont des handicaps, que ce soit un handicap au niveau des yeux, un handicap au niveau des oreilles, un handicap par rapport à plein de choses. Et il faut que vos supports, si vous décidez d'être engagé, il faut que vous puissiez parler à la totalité de la population et ce, sans barrière. Et ça, pour moi, ça doit être quelque chose, si vous êtes engagé ou pas d'ailleurs, ça doit juste être quelque chose de naturel de vouloir parler à l'ensemble de la population. Donc, n'hésitez pas à mettre des sous-titres sur vos vidéos. Essayez de respecter les normes d'accessibilité de vos sites. Variez les formats pour vous adapter à tout type de personnes, des podcasts pour les non-voyants par exemple, mais également sur votre site, vous avez la possibilité d'utiliser des contrastes de couleurs pour les personnes qui ont des soucis avec les yeux justement, la possibilité de zoomer pour qu'elles puissent voir un peu mieux. Enfin voilà, n'hésitez pas vraiment à vous poser aussi la question de à qui vous vous adressez et finalement, il y a des personnes qui ont besoin qu'on fasse des efforts supplémentaires pour qu'elles puissent avoir aussi accès à l'information et ça, c'est vraiment important. Et donc, forcément, si on fait l'effort d'avoir des messages qui sont porteurs de sens, des supports qui sont porteurs de sens, si vous le diffusez à la planète entière, vous m'aurez bien compris que forcément, ça ne sert à rien parce que vous allez utiliser énormément d'énergie, énormément de CO2 et vous allez forcément avoir un impact environnemental et potentiellement sociétal qui est beaucoup plus important et du coup, qui n'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir une diffusion maîtrisée et de rechercher l'utilité avant tout. Ça ne sert à rien de faire une campagne marketing et de cibler 10 000 personnes si ces 10 000 personnes n'ont pas d'intérêt à entendre votre message et n'ont pas envie de l'écouter. Il vaut mieux faire une communication à 500 personnes et que ces 500 personnes-là lisent votre communication et s'engagent avec vous plutôt que 10 000 qui n'ont finalement pas grand-chose à faire. Donc, l'idée, c'est le bon message à la bonne personne et éviter les intrusions. Et ça va passer par la fameuse RGPD, donc la réglementation de protection des données personnelles, qui en fait vise finalement à prévenir l'internaute qu'on peut récolter ces données et lui laisser le choix
oui ou non, d'accepter de récolter ces données. Ça, c'est super important aujourd'hui. Ça, on en a déjà parlé, Brice, il en a vraiment parlé dans la première partie. Le côté, finalement, si vous êtes engagé, vous allez vouloir travailler avec des personnes qui vous ressemblent, qui portent les mêmes valeurs que vous, parce que sinon, finalement, le message, il sera toujours pareil, il ne sera pas bon. Et même vous, finalement, vous n'allez pas être en lien et en phase avec ce que vous souhaitez. Donc, il faut que vos prestataires, vos partenaires, vos salariés, vos collaborateurs, vos prescripteurs, toutes les personnes avec qui vous travaillez, vous avez un lien, soit des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Nous, aujourd'hui, à la Cola, par exemple, on a fait une charte de collaboration qu'on envoie à tous les clients et à tous les freelances pour leur montrer nos engagements et nos valeurs fortes. Et si, par exemple, c'est pour un peu leur dire, si vous n'avez pas les mêmes que nous, je pense que ça ne va pas le faire parce que nous, on est comme ça. Donc, au moins, on vous en notifie et on espère que vous partagerez les mêmes valeurs que nous et qui sont ces valeurs-là hyper importantes pour nous. Et enfin, pour terminer, forcément, quand on veut une communication responsable, ce qu'il faut faire, c'est des actions et encore des actions. Ça ne sert à rien, encore une fois, de parler si on ne fait rien derrière. Donc, l'idée, ce n'est pas forcément de se précipiter dans une communication responsable si on n'en est pas prêt. C'est plutôt d'attendre et de le faire au moment où on est prêt pour avoir des vraies actions. N'hésitez pas à vous mettre des indicateurs de mesure aussi pour avoir une trajectoire, un horizon. En fait, plus vous allez vous mettre des objectifs, plus finalement, in fine, vous allez vous sentir un peu obligé, entre guillemets, de faire des actions, parce que c'est un peu le cerveau humain qui réfléchit comme ça. Donc, c'est important de monitorer vos actions pour être sûr que votre impact est positif et que vous allez pouvoir continuer dans les années à faire quelque chose de bien pour la planète. Avant de passer au témoignage d'Auguste, on voulait un petit peu terminer sur ce débat qui peut être un débat assez houleux, sur finalement la communication responsable, c'est avant tout agir. Ça, c'est notre opinion et je pense que c'est l'opinion de pas mal de personnes. Mais il y a également le côté, est-ce que finalement, il ne faut pas arrêter de communiquer tout simplement parce que si on veut être responsable et qu'on veut arrêter d'émettre des émissions de gaz à effet de serre, d'émettre des choses qui sont négatives pour la planète, est-ce qu'il ne faudrait juste pas tout simplement arrêter de communiquer? Le débat est ouvert. Dites-nous ce que vous en pensez, soit en ouvrant votre micro, soit en mettant dans le chat rapidement, parce qu'après, on va laisser parler Auguste. Mais peut-être que du coup, Auguste, tu peux ouvrir le bal et nous dire justement, toi, ce que tu en penses. Est-ce que tu es pour arrêter de communiquer ou est-ce que justement tu es pour continuer à communiquer de manière responsable? Quelle est ta vision à toi? La communication, c'est un des outils très forts de la sensibilisation. Donc, ça va dépendre en fait de l'objet de la communication. Je vais vous donner un exemple concret. Il n'y a pas très longtemps sur Marseille, il y a eu le salon anti-gaspi. Maïf était partenaire principal de ce salon et donc notre partenaire, l'organisateur du salon, s'est posé cette question de la communication. Donc, je participais au comité de pilotage du salon et la question s'est posée sur est-ce qu'on va commander des affiches 3x4 dans la rue pour communiquer sur ce salon? Donc, leur décision a été non. Donc, ils ont fait une communication plutôt digitale et une communication plutôt légère, on va dire. Résultat des courses, il y a eu très peu de visites. Alors, l'objectif de ce salon, c'était justement de sensibiliser autour des gestes éco-responsables. Et donc, finalement, tous les citoyens qui auraient pu venir grâce à cette communication, cette publicité, qui auraient pu venir apprendre de nouveaux gestes et peut-être avoir un impact petit à petit sur la planète, ça n'a pas eu lieu parce que peu de visiteurs, parce que peu de publicité. Donc, sur ce coup-là, en tout cas, je n'aurai pas de réponse de vérité absolue à vous donner, mais sur ce coup-là, c'est vrai qu'on a manqué de communication. Donc, communiquer pour sensibiliser parce que finalement, la finalité, elle est belle, je crois que c'est important. Mais je crois que c'est aussi la vision de Brice, non? Toi, tu partages un petit peu ce... Exactement. Pour moi, alors, effectivement, la communication et plus globalement tout ce qui est digital et même tout ce qui est publicité, communication pas digitale, ça a des répercussions écologiques, ça émet du CO2, etc. Mais c'est un rapport bénéfice-risque, on va dire, un rapport à ROI d'une certaine manière. Si ce pourquoi on communique va avoir un impact positif, c'est pas grave au final. Si on publie des vidéos YouTube, si on fait de la publicité sur les réseaux sociaux, si on met quelques campagnes d'affichage en ville, effectivement, tout ça, ça va avoir un petit impact négatif. Mais si l'impact au final sur les personnes qu'on va toucher par rapport à ce qu'on leur vend, ce qu'on leur propose, l'événement auquel on les invite, en l'occurrence, comme le disait Auguste, tout ça, ça peut avoir un impact vraiment fort sur leur vie et sur, au final, donc, la société, puisqu'on fait tous partie de cette société-là. Peu importe les moyens qu'on y met, c'est au service d'une cause.
Et du coup, effectivement, si on arrête de communiquer, plus aucun produit, aucun service, aucun événement n'aura de public. Ça va être beaucoup plus compliqué. Après, il y en a effectivement, comme l'exemple que vous voyez à l'écran de Veja, par exemple, qui communique, enfin, j'allais dire qu'il communique très peu, mais au final, non, il ne faut pas de publicité, mais il communique beaucoup. C'est une petite nuance. Mais du coup, voilà, je pense que si la communication est responsable ou au moins qu'elle sert à but, à produit, une offre qui a un impact positif, il ne faut pas avoir honte d'en parler sur tous les tours. Ouais, c'est clair. Puis moi, je dis souvent aussi aux personnes qui me posent cette question que finalement, le but d'une entreprise, in fine, c'est quand même de vivre, hein, c'est quand même de pérenne, puisque des fois, les entreprises permettent justement à des personnes d'avoir un job, de bien vivre et servent justement des bonnes missions. Donc, si la communication, ça permet à l'entreprise de vivre et d'être rentable et que cette entreprise-là fait des choses positives pour la planète, pour la société de manière large, c'est important de continuer de communiquer. Après, c'est une question d'utilité pour moi. C'est pas communiquer à tout va, à tout moment, à toute personne. C'est chercher l'utilité avant tout. Pour moi, c'est la notion clé à chaque fois que je dis aux personnes, bah oui, mais est-ce que c'est utile de dire ça en fait? Bah pas trop. Bon, bah ok, bah, le fais pas alors en fait. C'est surtout, pour moi, c'est ça qui est la clé aujourd'hui. Il y a des gens qui donnent leur avis ou est-ce qu'on passe à Auguste? Si, c'est marrant parce qu'il y a Alex, Lisa, du coup, qui est Alex, mais qui est bien Lisa, qui dit que est-ce qu'on ne doit plus s'habiller car ce domaine pollue? Rien ne sera jamais parfait, peu importe le domaine. C'est vrai que c'est pas mal comme métaphore, comme lien. Mais en effet. Pardon, mais alors c'est pas Lisa, c'est Camille, ou alors j'ai un nom qui est très étrange sur mon Zoom. Ah, ben non, il y a écrit Alex. Ah ouais? Oula, bah alors, attends, pas du tout. Ah, ben il y a écrit Alex, ok, donc je croyais. Bon. Bon, bref, c'est pas grave, je vais changer de nom. Ben voilà, donc du coup, elle nous disait ça et je trouve ça assez. C'est vrai que c'est un parallèle assez sympa. Après, il y a écrit, bon, il y a Olivia qui nous dit surtout que la communication digitale, elle a elle aussi un impact. Donc ça, c'est vrai, elle a raison. On ne parle pas souvent de la pollution numérique. On pense souvent qu'un mail, ça a moins d'impact que des fois du papier ou quoi que ce soit, alors que tout dépend, encore une fois, l'utilisation qu'on en fait et la mesure à laquelle on l'utilise. Il y a Céline qui dit c'est hyper complexe de ne plus communiquer aujourd'hui. Il faut être smart, événementiel. Veja a bien communiqué un jour quand même. Ouais. Après, c'est vrai que sur la pollution numérique, c'est un sujet qui est pire en pire, parce que ça grandit, ça prend de plus en plus de points de pourcentage dans les émissions globales. Après, tout dépend encore une fois du but. Si au final, la communication qu'on fait aura pour finalité, en tout cas dans l'objectif, de réduire les émissions, par exemple parce qu'on promeut ou qu'on communique sur quelque chose qui va être plus durable, moins polluant, etc., c'est un mal nécessaire d'une certaine manière, je pense. C'est un mal pour un bien, on va dire. C'est ça. Et après, tu as du coup Sylvie qui dit c'est une communication de sens. Voilà, moi, je suis entièrement d'accord avec elle. Sens et utilité. Olivia qui dit ne pas communiquer, c'est aussi laisser la place aux autres acteurs de prendre la parole à notre place. Finalement, c'est comparable à la consommation de viande. Il faut en faire moins, mais mieux. Donc là, elle touche quand même nous deux, Brice, qui ne mangeons pas de viande non plus. Donc, on ne peut être que d'accord avec elle. Et Fiona qui est philosophe, puisqu'elle cite Aristote. Tout peut être dit à condition que ce soit juste, utile et bienveillant. C'est beau. Et Romain qui dit, en fait, le mieux est de communiquer mieux. En fait, le but, pardon, est de communiquer mieux. C'est vrai. Je suis assez d'accord avec tout ça. Je pense que je suis d'accord également avec tout ça et je pense que justement la Maïf et Auguste est complètement d'accord avec tout ça. Parce que Auguste, est-ce que tu peux nous dire rapidement du coup pourquoi et comment s'est créée la Maïf et comment justement, quelles actions responsables vous mettez en place aujourd'hui et comment vous l'utilisez dans votre communication? Ouais, d'accord. Merci. Alors déjà, Auguste Marquez, je suis chargé de développement et relations extérieures pour la Maïf. Mon rôle, il est justement d'accompagner les agences Maïf sur la région dans leur ancrage local. C'est-à-dire que Maïf fait énormément de choses au niveau national et au niveau local. On a aussi envie sur le territoire d'avoir un impact et d'avoir une utilité. Donc en fait, concrètement, je développe des partenariats, des collaborations et j'organise des événements et des actions de sensibilisation en lien avec notre raison d'être. Je vais vous en parler justement. Alors, la Maïf s'est créée en 1934, hein, donc c'est une vieille dame, mais qui se rajeunit régulièrement. Et ça va peut-être, ce que je vais vous raconter, ça va peut-être répondre à la question être ou devenir engagé. Qui a été posée tout à l'heure. Donc, en fait, la Maïf, elle s'est créée en opposition des assureurs traditionnels de l'époque. Elle est née d'une idée en fait politique. Ce sont des instituteurs qui ont décidé de créer une assurance pour les instituts.
et où chaque assuré serait en quelque sorte son propre assureur. C'est en fait le modèle mutualiste, hein, on fait partie de l'économie sociale et solidaire, et l'idée c'est qu'il n'y a pas d'actionnaire et chaque sociétaire peut participer aux décisions de l'entreprise de façon démocratique. Un homme égale une voix. C'est toujours le cas aujourd'hui. La Maïf, c'est 3 millions de sociétaires, 6e assureur en France pour les assurances communes et premier assureur des associations aussi. Ça aussi, c'est important. À la base, la marque Maïf, elle a longtemps été vue comme l'assureur des enseignants. C'était notre image de marque, malgré le fait qu'on s'est ouvert à tout public à partir de 1988. Donc, ça nous a collé au corps, hein, cette histoire d'assureur des enseignants. Et on a fait nos premières publicités en 2000. Et c'est la première fois qu'est apparue la signature assureur militant que vous devez peut-être connaître. On le sort souvent dans nos publicités. En 2000, nos premières publicités, ça va faire écho à ce que tu disais tout à l'heure, Claire, sur le fait de créer la rupture avec la communication. Nos premières publicités, c'était assureur militant, couple hétérosexuel, la Maïf vous assure aussi. Donc voilà, il y avait un petit clin d'œil. Une autre publicité, c'était nos valeurs les plus précieuses ne sont pas cotées en bourse. Donc voilà, on a axé notre communication sur nos valeurs, sur notre identité et sur le fait qu'on était un acteur mutualiste de l'économie sociale et solidaire. Donc on a vraiment voulu avoir cette singularité et la communiquer au maximum. Et ça a été notre moyen de nous ouvrir au monde et sortir du fait qu'on était considéré uniquement comme un assureur des enseignants. Ouais, Pardon ? Vas-y, finis, pardon. La signature assureur militant, elle existe toujours. Hein. Concrètement, il y a bien des militants, ce sont des personnes qui donnent de leur temps à la Maïf, pour la plupart des enseignants, et qui participent aux côtés des salariés pour développer justement des actions sur le territoire, des actions en lien avec notre raison d'être. Alors, raison d'être, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, l'année dernière, Maïf est devenue entreprise à mission. On était un des premiers assureurs, enfin, une des premières entreprises à devenir entreprise à mission. D'ailleurs, notre directeur, Pascal Demurger, a fait du lobbying auprès de l'Assemblée nationale pour faire passer la loi Pacte et justement développer cette idée d'entreprise à mission, qui est une idée qui dit qu'une entreprise peut avoir un autre but que faire du développement et créer de la richesse. Et cet autre but, c'est, on l'a défini, nous, autour de notre raison d'être. Donc, je vais vous la communiquer. Est-ce que tu pourras un peu plus définir peut-être entreprise à mission, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache exactement qu'est-ce que ça englobe, du coup, ce statut. D'accord. Alors, en fait, le statut d'entreprise à mission, en fait, on s'est doté d'une raison d'être. Ce statut, en fait, on est une entreprise et on s'est doté d'abord d'une raison d'être. C'est-à-dire que notre raison d'être, c'est celle-ci, convaincu que seule une attention sincère portée à l'autre et au monde permet de garantir un réel mieux commun, nous la plaçons au cœur de chacun de nos engagements et de chacune de nos actions. C'est le fameux why dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ce why a été redéfini, je dirais redéfini, puisqu'on a été déjà dans cette optique-là et dans cette vision-là. Et l'entreprise à mission, ça a été l'occasion pour nous de nous démarquer des autres entreprises qui peuvent, par exemple, faire du greenwashing, puisque quand on est entreprise à mission, on affiche une raison d'être, on affiche des objectifs, des indicateurs, et si on n'atteint pas ces objectifs et ces indicateurs de réussite, on se soumet à l'État et on peut être pénalisé par l'État. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas uniquement de parler, il faut aussi avoir des actes concrets, précis, et montrer qu'on tient notre ligne de conduite. Donc, être entreprise à mission, c'est dans le cadre de la loi Pacte. Donc, on l'est devenu. Et qu'est-ce que ça a changé? Alors, par rapport à qui on est, ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, on a revu, comme je disais tout à l'heure, notre identité de marque. Notre logo a été modifié et toutes nos actions passent par le filtre de cette raison d'être. Je vous ai dit, la raison d'être, c'est apporter, grosso modo, apporter un mieux commun au niveau de la société. Donc, concrètement, tout doit passer par ça. Notre politique achat passe par justement cette raison d'être. Avant, on avait sur nos stands, sur nos événements, on avait des goodies, des choses comme ça. Donc, c'est terminé. Les seuls objets publicitaires, entre guillemets, qu'on puisse avoir sont des objets qui doivent être utiles,
qu'on ne doit pas balancer à la poubelle, ça doit pas être du jetable et ça doit être du local. Voilà. On a revu complètement notre politique d'achat, ça c'était un exemple, et on a des actions concrètes. Alors on a des fonds d'investissement, des fonds Maïf. Alors, on a Maïf Impact pour soutenir le mouvement des entrepreneurs engagés, le fonds Maïf Transition pour financer des projets d'accélération de transition agricole et énergétique, et le fonds de capital innovation Maïf Avenir pour soutenir l'innovation digitale et l'économie collaborative. On a créé aussi à Paris une structure dédiée aux startups à impact et uniquement à impact positif. Donc, c'est le Maïf Startup Club. Et l'an dernier, on a ouvert à Vitrolles un espace expérimental pour accueillir et accompagner les travailleurs indépendants dans leur développement. Donc, en fait, toutes nos actions sont faites dans ce sens-là. Et nos agences ont toute une programmation d'actions ou d'événements en lien avec des structures de leur territoire, de façon à sensibiliser le grand public autour de grands sujets comme l'environnement, comme on a parlé de la pollution digitale tout à l'heure, donc on a déjà fait des événements sur la pollution digitale avec des personnes engagées et expertes sur le sujet. Donc notre rôle, il est là, c'est connecter, c'est sensibiliser et financer. Et puis à travers toute notre activité d'assureur, on a plein de choses aussi qu'on peut faire. Par exemple, on répare des véhicules, donc on a des garagistes partenaires et on tente d'emmener ces partenaires sur des engagements environnementaux. Par exemple, plutôt que de remplacer et créer du déchet, bah, on les pousse à réparer, à faire de la réparation plastique, à faire de la réparation avec carrosserie, à faire du réemploi, etc. etc. Donc, cette politique, elle n'est pas uniquement comme je disais, dans les paroles, elles sont dans les actes, dans ce qu'on peut apporter au niveau de la société, mais aussi dans notre métier et dans nos achats, dans notre politique énergétique aussi, puisqu'on a des objectifs en termes d'économie d'énergie. Donc, chaque année, on a un bilan aussi environnemental et sociétal, et donc qui est rendu public de façon à ce que ce qu'on préconise et ce qu'on dit, qu'on se l'applique concrètement. Ok, donc on voit que quand même vous avez beaucoup d'engagement, tu vois, pris au niveau justement des événements, au niveau du branding, vous avez retravaillé un petit peu tout ça. Et en termes de communication pure et dure, par exemple, communication sur les réseaux sociaux, communication sur vos supports de communication, qu'est-ce qui a changé pour vous enfin, comment vous communiquez de manière responsable dessus et quelles sont les astuces un peu et les conseils que tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent justement communiquer de manière plus responsable? Alors, on a une charte, je crois qu'on a été les premiers à le faire, on a une charte éthique et informatique pour tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner un exemple. On s'est engagé à ce que les serveurs sur lesquels les données de nos sociétaires sont stockées, à ce que les serveurs soient en France, pas à l'étranger. On s'est engagé aussi à avoir une certaine frugalité en termes d'utilisation des données et du stockage. On s'engage aussi par rapport aux données de nos sociétaires. Donc, on est un assureur, on a 3 millions de sociétaires, donc on gère énormément de data. Cette data, on s'est engagé à ne pas la vendre, à ne pas la louer. Elle ne sert uniquement qu'aux sociétaires. Donc, voilà, pour ça, on a au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux et informatique et stockage, ça, c'est des engagements forts qui ont été pris. En termes de communication, on préfère communiquer sur nos valeurs, sur qui on est, sur ce qu'on apporte, plutôt que sur les produits. On communique très peu finalement sur nos produits. L'image, je ne regarde pas la télé, donc je ne vois pas les publicités Maïf passer. Par contre, au cinéma, j'en vois. Et c'est vrai que c'est toujours très calme comme publicité. Ça apporte toujours on essaie d'être en opposition et en décalage par rapport aux autres. Je ne vais pas citer d'autres marques, comme la NAF par exemple, mais où il va y avoir un certain rythme, un gros rythme avec plein d'informations qui sont passées, mettre en avant des réductions. Si vous venez, vous aurez 3 mois offerts ou alors 50% à vie, etc. On n'est pas du tout sur ce type de communication. Et finalement, je me rends compte au quotidien que je ne vends pas de produits, je ne vends pas de contrats. La seule chose que je vends, c'est finalement qui on est et ce qu'on fait. Et tu disais tout à l'heure, les actes sont très importants, les actions sont très importantes. Donc,
il y a une certaine humilité à avoir quand on communique. C'est vrai que c'est chaud de dire tout le temps on est les meilleurs, on est les plus beaux, on a des super valeurs, on est les plus humbles. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Par contre, dans les actes, réaliser, faire des choses, communiquer alors auprès de nos sociétaires ou auprès du grand public, c'est des choses importantes. Il n'y a pas très longtemps, on est partenaire du film de Cyril Dion, le nouveau film qui va sortir là bientôt, Animal, qui parle justement de, de la diversité et d'écologie plus largement. On a invité nos sociétaires, 350 sociétaires sur Marseille, à venir assister à l'avant-première avec le réalisateur Cyril Dion, de façon à avoir un échange. C'est pas nous qui l'avons fait ce film. Par contre, en tant que partenaire du film et permettre justement à nos sociétaires de rencontrer le réalisateur et d'assister à l'avant-première, voilà, ça c'est un acte concret. Et le sujet, c'est la biodiversité. Et c'est notre façon finalement de communiquer, c'est montrer ce qu'on fait, ce qu'on soutient, les causes qu'on soutient, et je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, quel conseil est-ce que je donnerais Ouais. aux, Pour terminer ouais, ce webinaire, quel conseil tu donnerais à une entreprise qui veut devenir ou être engagée? ouais. Alors moi, ce que je vous dirais, c'est incarner vos engagements. Vraiment, le plus important, c'est d'incarner vos engagements. Vos engagements vous définissent. C'est eux qui vont vous dire qui vous êtes. Alors, autant faire en sorte qu'ils soient au plus proche de qui vous êtes, au plus proche de vos valeurs. Donc, vraiment, cette question, le why dont on a parlé au début, c'est vraiment la première question à vous poser. Qui vous êtes et quelles sont les valeurs qui vous définissent, de façon à pouvoir les transcrire dans votre produit, dans votre entreprise, dans votre communication. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Et ce sera aussi le meilleur moyen d'être perçu comme sincère. On a parlé tout à l'heure de sincérité, ça c'est super important. Si vous paraissez insincère dans votre proposition de valeur, ça va être très très chaud. Ça va faire l'effet inverse de ce que vous escomptiez. Donc d'abord, définissez vos valeurs principales, votre raison d'être. Faites-en votre cadre de référence, tant pour vos produits que votre communication, votre politique d'achat. Enfin, il faut vraiment, ce que tu disais, Claire, tout à l'heure, je suis d'accord avec toi, il faut que ça transpire. Il faut que votre raison d'être et votre why transpirent dans tout ce que vous faites. Et je pense que c'est avant tout ça qui va faire que vous aurez une image de marque engagée. Ensuite, je vous dirais, commencez petit. Le meilleur moyen de devenir, c'est d'essayer. Donc, ne vous dites pas, il faut que j'ai une politique RSE. Comme dans les grandes entreprises, dites-vous plutôt, il faut que je sois RSE, il faut que je sois responsable, il faut que je le transpire. Donc voilà, c'est le conseil que je vous donnerai. Cool, mais merci en tout cas. Je trouve ça hyper inspirant justement de voir des institutions comme la Maïf qui sont autant engagées et qui font des actions aussi concrètes et aussi diverses finalement, parce que comme tu disais, vous supportez plein de causes diverses et variées. Vous n'êtes pas que sur le côté environnemental, vous êtes aussi vachement sur le côté sociétal, puisque vous avez un pendant de spécialisation par rapport aux indépendants, donc vous les aidez à se sentir mieux aussi dans leur activité. Donc c'est super inspirant. Je ne sais pas si parmi les personnes qui sont encore là, vous avez des questions à poser à Auguste par rapport à tout ce webinaire. Vous avez envie de réagir par rapport à ce qu'il vient de dire? Il y a Thomas qui a son micro qui est ouvert, mais je ne sais pas si c'est pour parler à nous, si c'est pour parler à quelqu'un à côté. Ah, c'est bon, il a coupé. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez vraiment pas, c'est le moment. Auguste est là, il est prêt à vous répondre. Si vous avez aussi des questions par rapport à la Maïf, par rapport à tout ça, vous pourrez aussi le contacter sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. Il est plutôt réactif et il fait des super vidéos tous les lundis. La vidéo des engagés où il vous donne plein de petits tips engagés, où il met des actions en lumière. Donc, n'hésitez pas aussi à le suivre si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Bonjour, c'est Cynthia. J'aurais bien posé une question à Auguste, si c'est OK. Bonjour, Cynthia. OK. Merci. En fait, merci, c'est super intéressant. Je voulais savoir, dans le cadre de la préparation pour être une entreprise à mission, est-ce que les KPI que vous êtes fixés, vous les avez fixés de manière qui soit atteignable, j'imagine? Est-ce que vous avez été challengé? Est-ce que c'est vous qui les avez fixés seuls, l'entreprise, ou bien vous avez été challengé en extérieur? Alors, ces objectifs, en fait, c'est le principe même de l'entreprise à mission. On s'est fixé nos propres objectifs. Donc, en fait, on n'a pas forcément été challengé. Par contre,
on s'est challengé nous-mêmes parce que ces objectifs-là, on les rend publics. On s'affiche au niveau public avec des objectifs. Si on se fixe, pour une entreprise comme la Maïf, se fixer des objectifs faibles, ce serait vraiment négatif en termes d'image. Donc, on a plutôt des objectifs sympas. Alors, pour te dire, les objectifs qu'on s'est fixés, placer l'intérêt de ces sociétaires au cœur de ces activités, favoriser l'épanouissement de ces acteurs internes au sein d'un collectif engagé, contribuer à la construction d'une société plus solidaire à travers ces activités, contribuer à la transition écologique à travers ces activités, promouvoir le développement de modèles d'entreprise engagés dans la recherche d'impact positif. Ça, ce sont les 5 objectifs qui ont été fixés et avec des indicateurs pour chacun de ces objectifs de façon à ce que tous les 2 ans, et là il y a un organe par contre externe, tous les 2 ans, on est contrôlé, il y a un audit sur l'atteinte ou non de nos objectifs et de nos indicateurs. Et c'est là où on peut être sanctionnable si on n'a pas fait ce qu'il fallait pour atteindre ces objectifs. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Merci. Tu retrouveras plein d'informations autour de la loi Pacte et entreprise à mission. Et il n'y a pas de taille minimum pour devenir entreprise à mission. OK. Est-ce qu'il y a d'autres… Vas-y, Auguste, pardon. D'ailleurs, entreprise à mission… Oui, non, je vais dire une bêtise. Quelqu'un a d'autres questions pour Auguste, pour Brice aussi, pour tout le monde, ou pour entre vous, si vous avez envie d'échanger, n'hésitez pas. Bonjour. Bonjour. J'avais envie de rebondir sur quelque chose qui me paraît, je pense, essentiel. Déjà, pour être une marque engagée, je pense que c'est important d'être cohérent dans sa communication. Enfin, si on fait l'élevage de poulets, on ne va pas parler, je ne sais pas moi, des fonds marins. Donc, il faut choisir ses territoires et éviter de s'éparpiller. Et après, je voulais dire aussi que c'était important de rester créatif parce que aujourd'hui, le terrain de l'éco-responsabilité, la diversité, c'est de plus en plus pris. Les acteurs économiques vont se positionner de plus en plus dessus. Et le message doit être créatif parce que c'est quand même ce qui touche finalement le consommateur plus que des chiffres. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier d'être créatif pour se différencier et pas tomber dans quelque chose d'ennuyeux. Et voilà. Ouais, je suis d'accord sur la cohérence, justement. Je trouve que de toute façon, vaut mieux en dire peu, mais que ça a un impact plutôt qu'en dire plein de choses et que ça a zéro impact finalement, parce que du coup, c'est pas ça la volonté première. Et après, sur le côté créativité, alors là, c'est vrai que je vous rejoins un petit peu. C'est vrai que ça commence… Alors, pour moi, il y a 2 choses. Il y a le côté où, en effet, c'est un marché qui commence à être de plus en plus prisé et de plus en plus de marques souhaitent être engagées. Mais il y a 2 pendants. Il y a les marques qui souhaitent être engagées et communiquer responsable parce qu'elles ont l'impression que la RSE, c'est le nouveau truc à la mode. Et du coup, elles le font plutôt par motivation personnelle pas viable et pas bienveillante. Et il y en a qui le font par réelle conviction. Et pour moi, le premier, de toute façon, peu importe que le message soit créatif, pas créatif, ou autre, on s'en fiche parce que ce n'est pas fait avec les bons sentiments. Alors que les deuxièmes, en effet, par exemple, pour citer des startups à impact ou même, par exemple, dans la cosmétique à impact, elles sont de plus en plus. Et du coup, là, en effet, il faut se démarquer autant dans le fond que dans la forme du message. Et la forme va vraiment passer par la créativité. Mais est-ce que vous auriez un exemple, peut-être, Olivia, de messages créatifs que vous avez particulièrement appréciés ou des espèces de pistes de créativité ou vous disiez juste ça de manière générale? Là, comme ça, je sais pas, j'en ai plein et en même temps, j'en ai pas. Mais enfin, si, j'en ai. Mais, non, là, comme ça me vient pas. J'utilisais plus de manière générale. Je pensais, par exemple, je pense que le meilleur exemple de créativité et de responsabilité, c'est Greenpeace avec ses campagnes choc. Mais bon, c'est une ONG, donc… C'est peut-être un peu différent, mais non, là, comme ça, j'ai rien qui me vient
très pertinent. Pas de souci, mais merci en tout cas pour le témoignage. C'est vrai que c'est important d'ajouter les petites notions que vous avez mentionnées, que nous n'avons pas forcément mentionnées. Donc, merci en tout cas, Olivia. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut rebondir ou si c'est bon pour vous. On va peut-être vous libérer, vous laisser aller manger. Je peux peut-être vous donner aussi une petite illustration de ce que pourrait être une communication un peu à côté, pas dans le fond, mais pas dans la forme, mais dans le fond. L'année dernière, pendant le premier confinement pendant le premier confinement, la Maïf a communiqué sur le fait que, du fait de l'immobilisation des voitures, la Maïf allait rembourser 100 millions d'euros à ses sociétaires. Donc, on a été les seuls à le faire. On a pensé qu'en fait, en le faisant, il y aurait d'autres assureurs qui le feraient. Finalement, ils n'ont pas voulu se mouiller. On a été les seuls à le faire. Ça nous a coûté cher, hein, puisque 100 millions d'euros, c'est l'excédent chaque année de la Maïf, donc, pour ne pas dire bénéfice, de la Maïf. Donc, en fait, on a versé 100 millions d'euros à nos sociétaires pour les soutenir aussi durant cette période. Et résultat des courses, en termes de performance économique, ça a été une année record en termes de nouvelles adhésions, nouvelles assurances. Donc, il y a vraiment un lien entre votre communication éthique et responsable et votre performance économique. Et c'est là où vous allez faire la différence. Donc, il peut y avoir effectivement une communication dans la forme différente, mais sur le fond, là où vous allez pouvoir faire votre différence, c'est quand vous mettez un pas de côté, vous faites un pas de côté par rapport au reste des personnes. Et comme disait Claire tout à l'heure, la RSE, c'est quelque chose à la mode. Moi, je vous dirais que la RSE, c'est quelque chose déjà de passé. Et aujourd'hui, c'est être une entreprise et un entrepreneur à impact plus qu'être une entreprise qui fait de la RSE. Carrément. Merci en tout cas à tous. Il y a Céline qui dit qu'elle doit partir, mais merci pour la conférence et qu'elle repart avec des bonnes pratiques. Donc, tant mieux. J'espère que c'est le cas pour tout le monde. Et Brice, elle te fait un petit clin d'œil. Elle dit vive le slow freelancing. Et après, il y a Sylvie qui dit il ne faut pas oublier que les individus bougent via les émotions et les imaginaires. Alors, ne pas oublier cette couche aussi dans la construction de la marque engagée. Et elle a entièrement raison. C'est vraiment aussi super, super important de le côté émotion, le côté un petit peu, je crois que c'est le côté gauche du cerveau, les émotions droit, je ne sais plus. Voilà. Je sais pas, les maths, c'est compliqué. Ouais, les maths, la neurologie, tout ça, c'est pas trop mon truc. En tout cas, merci à côté droit. Merci Fiona. Merci à tous d'avoir participé. On espère que ça vous a été surtout utile et que vous allez arriver un petit peu plus à vous dépatouiller dans toutes ces notions et que vous êtes prêts et prêtes à vous engager. Ouais, merci Claire, merci Auguste, merci à toutes et à tous. Merci à vous, merci Brice, merci Claire. Merci la Super Dream Team d'avoir été là, vous êtes au top. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez rentrer en contact avec Brice ou Auguste, vous pouvez les trouver sur LinkedIn. Ils sont plutôt super actifs et des bons modèles de benchmark pour LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à les suivre. Et puis, bon appétit et merci à tous. C'est beau ce que tu dis. Allez, merci. Merci. À la prochaine. Salut.